Nicolas fait beaucoup de choses sur la colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment une toute petite partie de son activité. Merci infiniment. Je suis tellement ravi et honoré d'être parmi vous aujourd'hui à l'Académie nationale de chirurgie. Merci, Monsieur le Président, et merci à mes amis de longue date, Gérard Morvan et Jacques Chirasse. Jacques Chirasse qui m'a connu il y a une vingtaine d'années pour mon premier poster sur les vissages sacro-iliaques, sur les disjonctions. C'était déjà la première approche mini-invasive de la chirurgie et de la radiologie interventionnelle. Présentation au JFR, et entre-temps, les choses ont bien évolué. On a une vision radiologique, mais pas que, des traitements micro-invasifs, et on va voir qu'effectivement, on se complète, chirurgien et radiologue interventionnel. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer que c'est un problème de santé publique majeur, que le traitement chirurgical à hernie discale en France est l'une des interventions les plus réalisées, et que la lomboradiculalgie sur hernie discale a des conséquences médico-économiques qui sont très importantes, à la fois quand on ne les traite pas, mais aussi à la fois quand on les traite. Et on a, depuis des années et des années, fait une prise en charge crescendo de la lomboradiculalgie, avec d'abord un traitement conservateur par le médecin généraliste, puis on montait en gamme médicamenteuse jusqu'aux infiltrations, etc., etc. Et on se retrouvait finalement avec un continuum assez restreint entre le traitement médicamenteux et la chirurgie. Effectivement, la chimionucléolyse à la papaïne est arrivée avec des résultats qui étaient quand même assez satisfaisants pour l'époque. Ce traitement a été retiré du marché pour des causes de crise allergique importante, et le traitement percutané s'est retrouvé un tout petit peu orphelin de ces techniques. Donc de plus en plus d'industriels, de médecins ont essayé de développer l'équivalent de la chimionucléolyse à la papaïne, et finalement le radiologue étant au centre quand même du diagnostic des hernies discales et de la lomboradiculalgie, a petit à petit proposé des interventions qui se rapprochent le plus possible de ce qui a été présenté juste avant par notre confrère Georges en neurochirurgie, avec des voies d'abord de plus en plus petites. Donc il y a eu une véritable course technologique au traitement des hernies discales, qui a évolué à la recherche constante d'une faible invasivité. Juste pour l'historique, pour expliquer la philosophie, après je vous rassure, en tant que radiologue, vous allez avoir plein d'images, ça va être assez minimaliste comme les interventions, mais je voulais quand même rappeler l'historique de ce qu'a été la décompression discale. Au tout début, on pensait qu'en aspirant et en coupant le nucléus, on allait diminuer la pression intradiscale, chose qui était plus ou moins le cas. Mais comme vous voyez sur cette image, on avait une balistique qui n'était pas tout à fait comme celle que l'on voit de façon moderne au niveau de la hernie discale, mais véritablement au centre du disque, au niveau du nucléus, avec un matériel qui était assez important, pour lequel on faisait une nucléotomie, c'est-à-dire qu'on retirait le centre du nucléus, enfin on essayait en tous les cas de décomprimer le centre du nucléus en espérant que la décompression se fasse en périphérie. C'est ce qu'on appelait les nucléotomies percutanées. Elles se faisaient sous guidage scopique, sans réelle visualisation de la hernie discale. Donc l'écueil de cette technique était double, comme je vous disais, c'était une décompression qui est en réalité indirecte au niveau de la hernie discale. Pourquoi? Parce que si on met cette sonde d'aspiration, succion, section au niveau de la hernie, on risquait d'aspirer le nerf et de le sectionner. Donc on est obligé d'être dans le nucléus. De même, le guidage scopique n'a pas une visualisation 3D comme on peut avoir avec l'imagerie moderne. Donc, on était obligé, là aussi, d'être au centre du nucléus. Donc, forcément, les résultats n'étaient pas tout à fait
satisfaisant. On faisait une décompression partielle, intranucléaire, sans réellement une décompression en périphérie, même si les publications scientifiques montraient qu'il y avait une décroissance de la pression périphérique. L'invasivité était néanmoins importante, c'était quand même du matériel avec un calibre assez important, et la visualisation n'était pas satisfaisante. Petit à petit, le scanner évoluant, l'acquisition en 3 dimensions a permis des balistiques sur les biopsies, sur les vertébroblasties, qui n'étaient pas possibles avant, sauf par des yeux extrêmement expérimentés, mais la courbe d'apprentissage était très difficile. Le scanner, actuellement, permet, grâce à une visualisation parfaite de la hernie discale, des voies d'abord et de la balistique, de positionner un matériel extrêmement fin au niveau de la hernie discale pour le décomprimer. Donc, c'est l'évolution à la fois de la visualisation de la hernie discale, donc de la balistique par les technologies scanner et bientôt IRM, et l'évolution du matériel de décompression qui a permis de faire des décompressions réellement sur la hernie discale. Et ces techniques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va essayer de les positionner entre la 2e et 3e thérapeutique d'intention, entre les infiltrations cortisonnées et l'intervention chirurgicale. On va essayer de le positionner lorsque la hernie est accessible, lorsqu'elle n'est pas neurologique, lorsqu'elle n'est pas exclue, ou lorsqu'elle n'est pas si volumineuse comme les cas que l'on nous a présentés, mais plutôt des positionnements foraminaux, des positionnements où la chirurgie n'est pas à l'aise, où l'on a une hernie discale qui n'a pas finalement un volume important, mais qui néanmoins se chronicise, qui est, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas tant le volume qui fait mal, mais c'est le positionnement de la hernie et aussi sa dureté. Donc, les techniques micro-invasives vont essayer de se positionner à ce niveau-là. Alors, il y a un enjeu médico-économique. Vous le savez très bien que les patients, ça a été publié dans le New England, qui ne sont pas traités, entraînent un surcoût médicamenteux en arrêt de travail et en hospitalisation, avec un délai, comme je vous dis, qui est assez long. Alors, comment se passent ces techniques mini-invasives? Effectivement, avec un matériel adapté, un scanner en bloc opératoire, dans des conditions asepsie, et un double guidage scopique pour les plans sagittaux et axial pour le scanner, qui va nous permettre de visualiser parfaitement la hernie discale, ici sur une voie d'abord latéraux-durale, dans lequel on visualise parfaitement la hernie discale, et on va pouvoir choisir exactement sa voie d'abord en fonction du positionnement de la hernie discale. Ici, par exemple, en contrôle mixte scanner et scopique, on va positionner une aiguille 20 gauche, c'est-à-dire ce qui est plus fin qu'une aiguille de myélographie, au niveau du conflit disco-radiculaire. On va injecter du produit de contraste, quelques cc de produit de contraste, faire une discographie, ou plus exactement une herniographie qui va reproduire la douleur du patient. Donc, on va avoir une double confirmation, bien sûr, clinique lors de la consultation et la bonne cohérence entre l'imagerie et la douleur du patient, mais aussi en temps réel, on va provoquer la douleur discale pour voir si elle correspond à la douleur du patient. On visualise parfaitement, vous voyez, l'opacification de la hernie discale, puisque le produit de contraste va que dans le nucléus et dans la hernie discale et pas dans l'annulus. Et là, on va positionner notre sonde exactement là où est le produit de contraste, exactement où est la hernie discale. Vous avez compris qu'on est complètement différent par rapport à la configuration initiale de la nucléotomie où on était dans le nucléus. Là, on est dans la hernie discale, c'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire exactement la décompression, comme on le fait en chirurgie, dans la hernie discale. Et le distinguo, il est important, c'est grâce au scanner, et uniquement au scanner, et plus tard à l'IRM, que l'on se positionne dans cette hernie discale. Alors, comment on fait ça? Je vous allez voir un petit film après. On avance de façon sécurisée, comme on a l'habitude pour les infiltrations, les discographies, les nucléorthèses, etc., avec
une sonde 20 gauge, là ici par exemple une hernie, on positionne l'aiguille, on opacifie et à travers cette sonde, à cette aiguille, on va positionner une sonde dans un deuxième temps qui va être de calibre un petit peu plus important, qui fait que 17 gauge, c'est-à-dire 1,4 mm, c'est vraiment tout petit, et on va broyer la hernie discale, vous allez comprendre. Donc ici, on a une voie d'abord latérale, on voit que la hernie est positionnée à ce niveau-là, on essaie quand même de broyer la racine de cette hernie qui va petit à petit être aspirée. Là, ici, une voie d'abord foraminale, on fait la discographie et on va décomprimer le passage nerveux. Ici aussi, une autre zone avec une hernie qui est postéro-médiane latéralisée à gauche avec un conflit disco-radiculaire et on va petit à petit, avec cette sonde, gratter et se rapprocher de plus en plus de la hernie discale pour la décomprimer. Et là, vous voyez avant donc la hernie, la discographie avec la hernie discale et après le sac hernière avec ici le ligament longitudinal postérieur qui est ramolli et cette zone noire qui correspond à du gaz qui témoigne de la décompression. Donc encore notre voie d'abord. Donc vous voyez la balistique et la précision du scanner. On arrive à se positionner exactement dans la hernie discale. Donc quand l'on broie la hernie, elle se liquéfie et ensuite elle est aspirée dans la petite poche. Et on contrôle en temps réel sous guidage scanner la diminution du volume de la hernie discale, la diminution, voire la disparition du produit de contraste qui a fait visualiser cette hernie discale. Donc l'extraction de la hernie se fait en temps réel, hein. On regarde sous scopie l'aspiration du produit contraste, on regarde sous scanner la diminution du volume hernière et on fait ça sous anesthésie locale à 100%. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On fait un contrôle, donc une acquisition volumique, là c'est sur IRM, on fait une acquisition volumique qui va montrer la hernie discale. On calcule grâce au laser et au scanner les techniques habituelles que l'on utilise en radiologie interventionnelle pour faire une voie d'abord ici foraminale, où l'on va progressivement avec une aiguille 20 gauge comme une discographie, aller sur la portion inférieure du foramen, on visualise parfaitement le nerf sous scanner, on rentre dans la hernie discale selon la voie d'abord, ici une voie d'abord foraminale, en faisant bien attention de ne pas toucher le nerf. Le patient est réveillé, donc si on touche le nerf, il nous le dit. On rentre dans le disque. Une fois que l'on a contrôlé que l'aiguille, comme vous avez vu tout à l'heure, est bien en place, vous voyez, c'est sécurisé. Et autour, il y a un petit bout émoussé qui va pénétrer le long du guide, comme une technique de Seldinger que vous avez en chirurgie vasculaire ou en radiologie vasculaire. Donc, on est guidé, on va aller directement dans la hernie discale. Et vous voyez que cette sonde est courbée en extrémité distale avec une petite fenêtre latérale qui va permettre, en faisant des mouvements de 360 degrés, créer une olive de décompression qui va broyer le matériel hernier. On contrôle sous guidage scanner la progression. Là, vous voyez, c'est un matériel que l'on met et qui va travailler comme sur les impédances du nucléus, comme une scie à plâtre qui va scier que le plâtre. Là, ça va scier que le nucléus. Donc, quand l'on touche le nerf, il n'y a pas de lésion. Parce que ça permet juste de broyer le nucléus. De la même façon, on peut aller, vous voyez sur cette image en scopie, on n'est plus du tout au centre du nucléus, comme c'était le cas dans l'image initiale de la nucléotomie. Là, on est véritablement en périphérie. La périphérie, c'est là où il y a la pression. Donc, petit à petit, on fait des mouvements de 360 degrés, des allées et venues pour broyer, pour diminuer progressivement la pression discale, surtout la pression en périphérie discale. C'est ce qui nous intéresse. On lève cette pression et on le sent en temps réel. C'est-à-dire qu'au début, vous le savez mieux que moi,
la hernie discale est dure. Je viens d'apprendre tout à l'heure que ça avait une densité comme un champignon. Mais voilà, ça devient élastique et après, ça devient véritablement liquide. Et là, vous voyez la hernie discale remonter avec cet aspect chamois gélatineux le long de la sonde. Alors, la décompression n'est pas non plus proportionnelle à l'extraction. On n'est pas obligé d'avoir une extraction aussi importante du matériel. Une bonne décompression, une olive de décompression donne des résultats similaires. Et là, vous voyez, l'incision fait 3 mm. Là, cette image est intéressante. Aussi, vous voyez, en L5S1, la cavité créée par la décompression. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je l'ai montré, c'est que pour les jeunes chefs de clinique, pour progresser au sein même de la portion latérale, ils font une épidurographie et ils passent sur le côté pour bien voir la dure mère et glisser justement dans l'aisselle de façon très confortable pour entrer dans le disque. Cette image est assez intéressante, hein, c'est ce que l'on a régulièrement quand c'est difficile à pénétrer. Donc là, vous avez l'image de la discographie. Bon, là, c'est le vide, hein, parce qu'on est en post-sternectomie. Et là, vous avez l'image de l'épidurographie. Donc, on a zigzagué avec une visibilité qui est parfaite et une sécurité qui est parfaite. Tout ça sous anesthésie locale avec de l'hypnose ou un casque de réalité virtuelle. Alors, l'intervention est faite en ambulatoire, mais en ambulatoire vrai. Le patient rentre, on fait l'intervention, il rentre chez lui. Un repos relatif, et pour les patients, alors vous savez, on a tous des patients, tout un éventail différent entre celui qui est chef d'entreprise, qui doit travailler le lendemain, l'avocat qui doit plaider dans 2 jours, versus d'autres patients qui ont envie de rester quand même quelques mois en arrêt. On voit que grâce à cette technologie, les patients qui ont un besoin de retour à la vie active est un élément de choix pour eux, puisque très rapidement, en quelques jours, ils peuvent reprendre. Ça, c'est les différentes feuilles. Donc, le positionnement, ça, c'est ce que l'on a dans les données de la littérature. Il y a différents articles là-dessus qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de non-infériorité aux autres traitements, avec des résultats de tolérance qui sont tolérables en paire interventionnelle. Il faut bien comprendre qu'on a des patients qui sont hyperalgiques et vous savez très bien, juste toucher les parties molles paravertébrales entraîne des douleurs. Donc, il faut bien le dire aux patients. Mais globalement, la procédure est tolérable avec un indice de satisfaction qui tourne aux alentours de 85%. Donc, ces technologies ont une efficacité bien sûr connue sur la douleur et les capacités fonctionnelles, mais ce qui est très intéressant, grâce à l'absence de résection musculaire, grâce à l'absence d'anesthésie générale, c'est une reprise de travail qui est rapide. Là, on a calculé, c'est un article qui est en cours, d'environ 12,9 jours. Donc, on est quand même très en deçà de ce qui se fait, avec, comme je disais, un éventail de patients variables entre celui qui veut travailler et celui qui peut avoir effectivement une neuropathie post-compression chronique, ou celui qui est, et on peut le comprendre, un peu traumatisé par cette période de lomboradiculalgie, reprendre un travail un peu plus tard. Donc, il n'y a pas de nuit d'hospitalisation pour la plupart des patients, ce qui confirme quand même un coût de santé publique très, très, très intéressant. Donc, ça permet un retour au travail rapide, c'est bien toléré, c'est une prise en charge qui est rapide et non invasive. Et là, on se rend compte avec ces 2 premières communications que et la radiologie interventionnelle et la chirurgie, nous sommes tous à la croisée des chemins, avec une chirurgie qui, elle, devient de moins en moins invasive, une radiologie interventionnelle qui essaie de vous imiter, qui essaie de se rapprocher de plus en plus de votre gold standard. Et on le sait très bien, il faut que l'on collabore. Ici, nous sommes présents aujourd'hui pour faire aveu d'une volonté tous de collaborer parce que nous avons chacun une expertise.
la radiologie interventionnelle, qui est quand même, on dit une jeune discipline, mais finalement, elle n'est pas si jeune que ça quand même, parce qu'on fait les angioplasties, les anévrismes, à force de dire qu'elle est jeune, mais elle n'est pas si jeune que ça, mais néanmoins, grâce à l'expertise des radiologues, on a pu faire dans les deux sens, avancer ces techniques. L'angioplastie coronarienne n'existait pas s'il n'y avait pas eu d'imagerie, les angioplasties aussi, etc., etc. Et nous devons collaborer pour apporter chacun, je le répète, notre expertise technologique pour nous en imagerie interventionnelle et vous en chirurgie, pour faire progresser la prise en charge, les prises en charge modernes pour nos patients. Et je vous remercie pour votre attention.